C'est pas possible. Oh là là, c'est pas possible. Revenez s'il vous plaît, j'ai eu un appel, la personne a insisté et ça a coupé le direct. Ne m'appelez pas pendant que je suis en direct, s'il vous plaît. C'est pas possible. Oh, franchement. C'est-à-dire que avant que je ne démarre le direct, personne n'appelle. Et quand je lance le direct, c'est là où les gens appellent. Pourquoi vous faites ça en fait? Hein? Vous me voyez bien connecté. Je vous dis que je suis en direct. Pourquoi vous appelez? Je ne prends pas. Laissez. Quand vous appelez, ça coupe le direct. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que quelqu'un, manager, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux faire un commentaire, s'il te plaît? Non, mais c'est incroyable. Je suis en direct. Vous voyez la personne en direct, mais vous insistez quand même à appeler. C'est pas possible. Hein? Est-ce que vous avez besoin de m'appeler pour me dire que je suis en direct? Je vois tout le monde. J'ai pas besoin qu'on me rappelle. Arrêtez de m'appeler. Moi, j'ai bloqué la personne qui m'a appelé pendant le direct. Je suis désolée. Mais quand je suis en direct, je refuse qu'on m'appelle. Hein? Ce sont des erreurs à ne plus commettre. Quand je suis en direct, ne m'appelez pas. Quand vous appelez, ça me coupe le direct. Alors la personne qui a fait l'erreur de m'appeler pendant que j'étais en direct, eh bien malheureusement j'ai bloqué la personne. Parce que je fais un direct très très important. Je ne veux pas qu'on m'appelle quand je suis en direct. Si vous me voyez en direct, laissez. C'est pas la peine d'appeler. Et vous insistez, j'ai dit non. Malheureusement, je suis désolée, j'ai bloqué la personne qui m'a appelé pendant le direct. Et pour ceux-là qui veulent encore tenter, ne m'appelez plus pendant le direct. Voilà. Désolée pour le désagrément, chers followers. J'ai reçu un appel. La personne a insisté. Malheureusement, ça m'a coupé le direct. Désolée vraiment. Et je le dis toujours, arrêtez de m'appeler pendant que je suis en direct. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas décrocher. Donc, malheureusement, désolé, je vous ai bloqué. C'est comme ça. Vous m'avez appelé pendant que j'étais en direct. Voilà. Merci de partager le direct. Ça commence à monter. Merci de partager. Désolé vraiment si vous pouvez repartager ce direct. Nous n'allons pas tirer de longues lâches parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Ce soir, nous allons recevoir notre journaliste d'investigation. J'ai cité Monsieur Michel Bienton. Ce journaliste qui est sur les dossiers très très compliqués, mais qui se bat pour essayer de nous faire triompher la vérité. Monsieur Bienton n'est pas seulement sur les affaires camerounaises, mais c'est un journaliste d'investigation du monde. Autant il s'occupe de sa communauté, autant il s'occupe également des dossiers africains et du monde. Alors ce soir, nous allons recevoir notre journaliste d'investigation, Michel Bienton, dans le cadre de 2 dossiers spécifiques, parce qu'il faut que nous soyons au même niveau d'information, qu'on vienne de temps en temps informer les followers sur les 2 grands dossiers que nous avons actuellement, qui sont les dossiers de Popda et le dossier du regretté Martinez Zogo. Alors, sans plus tarder, je vais prendre notre journaliste d'investigation. Je vais essayer de l'inviter.
commencer. Monsieur Michel Bienton, je viens de vous envoyer la demande. Je pense qu'on a fait la demande au même moment. Voilà. Très bien. Bonsoir, chers confrères journalistes. Oui, bonsoir à vous, ma très chère consoeur Michcom Event. Bonsoir à tous les internautes, à tous ceux qui nous écoutent de par le monde. Merci. Ouais. Je vais planter le décor tout de suite en vous annonçant que la grande émission L'heure juste de vérité est de retour. Et pour ce faire, nous abordons deux grands dossiers ce soir. Parce qu'il faut que les Africains, pas seulement les Camerounais, une affaire qui a pris d'assaut les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux égalent au monde entier. Alors, tout doit se passer sur les réseaux sociaux. Nous devons souvent venir vous informer afin que nous soyons tous au même niveau d'information. Alors, ce soir, nous avons décidé de réouvrir le dossier Bobda. Et au passage, je tiens à m'excuser, tout comme vous, les enfants sont en vacances, donc si de temps en temps, ce sont les aléas du direct, vous entendez un peu les bruits des enfants, et bien ce sont les vacances, les enfants sont sur place. Donc, comme je le disais tantôt, nous sommes là pour restaurer la vérité. Et vous-même, vous savez que quand M. Bienton prend un dossier, il ne vient pas raconter des mensonges. L'histoire a toujours démontré, et l'expérience a toujours démontré que chaque fois que ce monsieur lance des jets ou fait des publications, ou ce qu'on appelle dans le langage journalistique, le jargon journalistique des biscuits, c'est qu'il y a un fond de vérité. Alors, ce soir, nous allons commencer sans plus tarder avec l'affaire Bobda. L'affaire Bobda est un scandale qui a fait couler beaucoup d'encre de salive sur les réseaux sociaux. Cette affaire a éclaté le 19 janvier 2024 dernier, lorsqu'un lanceur d'alerte, j'ai cité M. Zumanto, a publié sur les réseaux sociaux des dizaines de témoignages anonymes sur les faits présumés de viol, proxénétisme et séquestration impliquant Hervé Bobda, homme d'affaires et jet-setter, dans un conflit, mais alors là, pas possible. Ce dernier sera donc placé en détention provisoire le 29 février. Je relate les faits. Partagez ce direct massivement, s'il vous plaît. Alors, pensant que le problème était résolu et que les victimes pouvaient enfin souffler et se réjouir du fait que leur bourreau soit maintenant mis hors d'état de nuire, on a été agréablement surpris un beau matin de voir la sortie des avocats qui nous ont attesté que le dossier était vide et qu'ils demandaient effectivement la libération sans condition de leurs clients. Sur ce, je vais donc laisser la parole à notre journaliste d'investigation, j'ai cité Michel Bienton, pour qu'il essaie de nous édifier là-dessus, s'il a du nouveau par rapport à cette contestation. Parce que nous tous, nous savons qu'un prédateur sexuel ne peut pas rester au milieu, je vais parler des êtres humains, ou au milieu ou dans un monde commun. Quand les avocats se rendent compte qu'un dossier est vide, ça veut dire qu'il y a problème. Comment, M. Bienton, le dossier peut être vide à l'heure actuelle, alors qu'il y a de cela quelque temps, nous avons assisté à des témoignages, mais alors là, anonymes, et des personnes qui ont même dit détenir des preuves contre M. Bobda. Comment se fait-il qu'à ce jour, le dossier soit vide? À vous la parole si vous avez du nouveau. Ok, merci une fois encore de me passer la parole. Vous avez parlé des avocats de l'homme d'affaires, Hervé Bobda, parce que c'est important de le préciser, qui ont déclaré que le dossier était vide. Et je pense que c'était sur les antennes de la radio anglaise BBC, si je ne me trompe pas, que l'un des avocats, parce qu'il a un pool d'avocats
y compris des avocats internationaux. Parce qu'on a lu sur Jeune Afrique, nous y reviendrons, que Hervé Bobda n'a plus les moyens de se payer des avocats. Je vais y revenir, exactement. Voilà. Donc, il n'a pas, parce que c'est un des avocats qui a été déconstitué par l'homme d'affaires qui est allé dire un certain nombre de choses sur Jeune Afrique, que voilà, il n'a plus d'argent pour suffire. Donc, il dispose d'un pool d'avocats qui est chargé de se défendre et il est tout à fait normal que ces avocats estiment que voilà, le dossier est vide. Mais il y a plus important et même plus grave que ceux qui nous écoutent devraient savoir, c'est que pas plus tard que cette semaine, Jeune Afrique, le magazine panafricain basé à Paris, Jeune Afrique, a publié une information relative à l'affaire Hervé Bobda. Puisque vous abordez ce sujet, excusez-moi, puisque vous allez dans ce sens, je vais donc rebondir. Justement, j'aurais bien voulu que vous me confirmiez effectivement que les avocats ont dit que le dossier était vide. Non, ça c'est évident. Les avocats de la Chine ne peuvent pas dire autre chose que ça. Bon, ça c'est évident. Bon, maintenant, Jeune Afrique, à son tour, parce qu'attention, il s'agit de Jeune Afrique. Jeune Afrique, qui suit aussi ce dossier de très près, va donc nous faire une révélation en confirmant qu'Hervé Bobda est en conflit avec ses frères au sujet d'intérêt familial, s'il vous plaît, d'intérêt familial estimé à une valeur de plusieurs milliards de francs CFA. Une vingtaine de milliards, pour être plus précis. Merci de le préciser. Une vingtaine de milliards au lieu dit Sawabich à Douala. C'est ça. Alors, Jeune Afrique confirme cette thèse de conflit qui existe entre Hervé Bobda, l'homme d'affaires Hervé Bobda et ses frères au sujet, effectivement, de cet héritage familial. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui... La nouveauté dans cette affaire, parce que l'opinion, pendant plusieurs semaines, a été emballée dans des histoires, et vous en avez fait l'évocation tout à l'heure, des témoignages anonymes que j'estime tirés par les cheveux, parce que, pour être sincère, vraiment, c'est quand même incroyable. C'était des histoires des cousues de fil blanc, pour dire les choses de manière un peu plus simple. Alors, j'ai lu cette information sur Jeune Afrique il y a quelques jours, plus précisément vendredi dernier. Alors, quand je suis tombé sur cette information, je m'en suis réjoui. Je me suis dit, ben voilà, Jeune Afrique n'a fait que confirmer une information que j'avais déjà diffusée. Exactement. C'était plus précisément le 1er mars 2024, soit le lendemain du placement en détention provisoire de l'homme d'affaires Hervé Bobda. Alors, j'ai eu comme le sentiment qu'ils se sont inspirés de mon article, l'article que j'ai publié sur mon compte Facebook, et l'article faisait état de ce que le petit frère d'Hervé Bobda, qui s'appelle Edmond Bobda, est entré dans des combines, pour dire les choses de manière crue, avec un magistrat du côté du tribunal de première instance de Douala pour signer un certain nombre d'actes frauduleux, bien sûr, afin d'avoir le contrôle sur le patrimoine légué par l'homme d'affaires décédé il y a 4 ans, Emmanuel Fodouak Bobda, donc qui est le père d'Hervé Bobda. Voilà. Donc, je me suis donc réjoui de ce que progressivement, on est en train d'approcher la véritable cause, la véritable raison, le véritable enjeu de l'affaire Bobda, à savoir ce conflit au sein de la famille autour des biens légués par l'homme d'affaires défunt. Voilà. Alors donc, aujourd'hui, on peut conclure, voilà, que l'opinion publique a été manipulée. Exactement. Et qu'il y a un problème de fond. Parce que ce n'est pas évident, je le dis et je le répète, et j'assume. Un dossier ne peut pas être vide
alors qu'il y a eu autant de témoignages. Je suis désolée. Il n'y a aucune pièce à conviction. Le dossier est vide, ce n'est pas possible. Où sont passés tous les témoignages anonymes? Où sont passées les personnes, les victimes de l'homme d'affaires Bobda? Oui, la question est importante et elle l'est d'autant plus que quelques jours auparavant, c'est-à-dire avant que parce que pour être précis, et ça c'est une information que je réserve à tous ceux qui nous écoutent, c'est que le jour où Hervé Bobda doit être placé en détention provisoire à la prison centrale de Douala, c'est ça, à la prison centrale de Douala à Nouvelle, le juge qui est en charge du dossier refuse de signer l'ordre de placement en détention provisoire. Il refuse catégoriquement parce qu'il estime que le dossier est complètement vide. Ça, c'est l'information que j'ai obtenue à cette époque, à savoir que le juge, quand il a regardé le dossier, il était vide, il n'y avait pas de plaignant, parce qu'on nous parle des centaines de victimes d'agressions sexuelles, etc. Or, il se trouve qu'il n'y a pas de plaignant, il n'y a pas de plainte, et le juge a dit, je ne signe pas ce mandat de détention provisoire, et il a filé la patate chaude à son patron, qui est le président du tribunal de première instance de Douala, et c'est lui qui s'est chargé de signer le mandat de détention provisoire en question. Donc, voilà également l'information que j'avais, que j'ai en ma possession depuis plus d'un mois et que j'ai eu à mettre à la disposition de ma communauté Facebook. Et pour parler justement des victimes, je dis et je répète qu'il n'y a pas de victimes de viol. Il n'y en a pas. Alors, ce que l'on considère ici comme étant les victimes, entre guillemets, d'Hervé Bobda, ce sont des jeunes filles avec qui l'homme d'affaires a eu une aventure amoureuse par le passé et que finalement, ça a mal tourné. Et ce que les Camerounais ne savent pas, c'est que ces filles-là, elles sont au nombre de 3. C'est-à-dire qu'au niveau de la police, comment ça s'appelle, de l'enquête policière, c'est-à-dire qu'avant le placement en détention provisoire, sur les 3 présumées victimes, les 2 premières se sont désistées. Oui, parce que oui, elles se sont désistées parce que voilà, elles ont été sans doute manœuvrées dans l'ombre par certaines personnes pour aller faire un certain nombre de témoignages et ayant pris peur de ce que cela pourrait se retourner contre elles. Il y a ce qu'on appelle la conscience. Voilà, il y a ce qu'on appelle la conscience. Parce que cela aurait pu se retourner contre elles et enfin, l'homme d'affaires Hervé Bobda aurait dû déposer une plainte pour diffamation. Elles se sont désistées. Et il y a une 3e qui, elle, est venue, qui a déféré à la convocation des fins limiers de la police judiciaire au niveau de Douala et qui a été incapable de témoigner parce que quelques jours plus tôt, elle a fait un certain nombre de déclarations sur les réseaux sociaux, comme quoi Hervé Bobda lui aurait fait des trucs à domicile au cours d'une soirée d'anniversaire, autour de l'anniversaire d'un de ses amis. Voilà. Donc, et une fois devant les enquêteurs, elle a été, parce que pour ceux qui se souviennent, elle a dit sur les réseaux sociaux que Hervé Bobda ne l'avait jamais connu, enfin qu'elle ne connaissait pas Hervé Bobda, que Hervé Bobda l'avait abordé, l'a courtisé et puis elle était réticente. Et pourtant, c'est une fille qui a eu une aventure amoureuse avec l'homme d'affaires pendant plusieurs années. Voilà, pendant plusieurs années. Alors, quand on élimine les 3 premières victimes, il n'en reste plus que 2. Au niveau de l'instruction. Bon, ça, c'est sur la base des informations que j'ai pu glaner ça et là. Alors, sur ces 2 témoins, il y a une jeune fille
qui, elle, dit que voilà, que l'homme d'affaires Hervé Bobda lui aurait versé, je ne sais pas moi, une bouteille de bière sur le corps dans un restaurant, ce qui, à mon avis, n'a pas de sens. Et il y a une autre victime qui lui, est le garçon, il est passé où? Le garçon. Oui, le garçon, il a sans doute disparu parce qu'il dit que l'homme d'affaires Hervé Bobda lui a filé le VIH-Sida. Et pourtant, l'homme d'affaires il y a eu des tests de sérologie, des tests sérologiques qui ont été effectués. Il y en a d'ailleurs eu 4. Et les 4 se sont révélés négatifs. Alors, où est-ce que le garçon, la question que cela pourrait susciter en nous est celle de savoir où est-ce que le garçon a été contaminé au VIH quand on sait que tous les tests qui ont été effectués sur l'homme d'affaires Bobda se sont avérés négatifs. Voilà. Alors donc, est-ce que à partir de là, après avoir fait cette analyse, est-ce que là, on peut prétendre qu'il y a ce qu'on appelle une volonté manifeste de détruire cet homme d'affaires, ce monsieur, qui, ma foi, n'est pas sain, mais que les gens profiteraient de ternir son image et qu'il y ait une volonté manifeste qu'ils connaissent une descente aux enfers. Est-ce qu'il n'y a pas un règlement de compte? Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'orchestré? Donc, il s'agit bel et bien de cela. Nous parlions tout à l'heure d'un conflit qui existe au sein de la famille, bon, au sujet du contrôle du patrimoine familial. Je parlais tout à l'heure d'un terrain. Vous parliez tout à l'heure d'un terrain qui est situé au Sawa Beach, à Douala. Et Jeune Afrique en a d'ailleurs fait évocation cette semaine dans l'édition de cette semaine de sa parution. Alors, je vais être honnête en citant les noms des personnes qui gravitent autour de cette affaire, parce qu'il faut que les Camerounais sachent exactement ce qui se passe. C'est leur juste de vérité. Voilà. À qui profiterait cette destruction de l'homme d'affaires Bobda? Lors de notre dernière émission relative à cette affaire, bon, on a parlé de certaines autres personnalités de la République. Bon, je n'aimerais pas qu'on revienne là-dessus parce qu'on en a déjà parlé. On sait on en a parlé. Qui se cache derrière. Bon, maintenant, par contre, ce qui nous a échappé au cours de la précédente édition, c'est le rôle de son petit frère qui s'appelle Edmond Bobda. Parce que Hervé, lui, c'est quelqu'un qui était très aimé de son père, de son vivant. Voilà. Et à la mort de son père, de son vivant, il a hérité, bien évidemment et naturellement, des biens de la famille. Et contrairement à son frère Edmond, qui voulait brader les biens pour sans doute jouir du fruit de ce bradage, du bradage de ces biens-là, Hervé Bobda, lui, il voulait protéger, il voulait pérenniser le patrimoine familial. Le patrimoine. Et c'est ce qui lui vaut toutes ces inimitiés-là au sein de la famille. C'est de ça qu'il s'agit. Ben oui. Bon, puisque les avocats de la défense de Bobda disent que le mandat de détention décerné contre Hervé Bobda tient essentiellement aux pressions extérieures exercées sur ce dossier. Tout à fait. Je parlais tout à l'heure du juge d'instruction qui a refusé de signer le mandat de détention provisoire. Et en plus de cela, il y a des fonctionnaires qui sont partis de la chancellerie à Yaoundé. La chancellerie, c'est le ministère de la Justice. Ils sont partis de Yaoundé pour venir s'assurer que Hervé Bobda soit placé en détention provisoire. Et ce qu'on lui a dit ce soir-là, c'est que c'était pour sa propre sécurité qu'il était placé sous mandat de détention provisoire. C'est ce qui lui a été dit ce soir-là. Et à la manœuvre de tout ceci, et ça je vais le dire,
c'est vrai que c'est un homme d'affaires camerounais à qui je dois beaucoup dans ma carrière professionnelle. Mais puisqu'il y a une injustice qui est commise, je vais me permettre de citer son nom. Il s'agit de M. Wantou Siantou Lucien. Voilà. Ah, qui est le propriétaire d'un institut privé au Cameroun, à Yaoundé, qui s'appelle l'Institut Siantou Supérieur. C'est M. Wantou Siantou Lucien qui est au centre de la manœuvre. C'est même d'ailleurs lui le probable acquéreur de ce terrain-là, qui fait l'objet de ce litige au sein de la famille. Donc c'est lui qui manœuvre dans l'ombre, qui contacte certains hauts placés au sein de l'appareil de l'État pour déclencher toute cette machine judiciaire contre l'homme d'affaires Hervé Bobda. Voilà. Nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité qui est de retour. Et pour ce soir, nous abordons deux grands dossiers. Voilà, nous avons décidé, Mitchcom Event a décidé de réouvrir ces deux dossiers, notamment le dossier Hervé Bobda, oui, et le dossier de feu Martinez Sogo, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il fallait éclairer la lanterne des internautes, il fallait les situer par rapport, évidemment, à la progression de ce dossier, de ces différents dossiers. Où en sommes-nous exactement? Quels sont les tenants et les aboutissants de ce dossier? Où en sommes-nous avec les procès? Alors, nous avons commencé avec l'affaire Hervé Bobda et la personne bien placée pour parler de ce dossier n'est qu'autre que le journaliste d'investigation Michel Bienton, parce que c'est lui qui, depuis le départ, suivait déjà de très près ce dossier et c'est lui que j'avais déjà reçu sur ma plateforme pour pouvoir parler, ma tribune pour pouvoir parler effectivement de ce dossier. Aujourd'hui, nous sommes là uniquement pour savoir à quel niveau se situe le dossier, l'affaire Hervé Bobda, d'où Monsieur Bienton est en train de développer et de nous tenir au courant de certaines informations qui nous échappaient et aussi nous faire certaines révélations. Ouais. Voilà. Monsieur Bienton, je reviens vers vous. Ouais. Sur votre page, vous avez parlé, vous avez fait mention d'un nom. Il s'agit du nom de Maître Dominique Fousset. Qui est réellement Maître Dominique? Alors, Maître Dominique Fousset, l'avocate, donc c'est elle qui coordonne le collectif des avocats des plaignants, entre guillemets. Bon, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Depuis, on cherche même, nous les journalistes, nous cherchons à... D'accord, c'est le maître des victimes. Voilà, des victimes qui n'ont été vues nulle part, voilà. Alors, j'aimerais lancer le message que voici à Maître Fausse et à tous les membres du collectif des avocats, des plaignants, entre guillemets. Partagez ce direct pour que le message arrive à bon port. Je vais poser la question que voici. J'espère que Maître Fausse, elle suit cette émission et si elle ne suit pas cette émission, on va la lui faire parvenir sans doute. J'aimerais qu'elle dise aux Camerounais qui exactement est-ce que ses collègues avocats et elles sont en train de défendre. Parce qu'il faut que les Camerounais sachent exactement ce qui se passe dans cette affaire. Parce que c'est une vie, c'est un homme d'affaires qui a été formé en Angleterre. Parce que beaucoup de gens ont parlé de l'arrestation dont il aurait été l'objet en France pour une histoire de drogue ou je ne sais trop quoi. Non. Il a fait l'objet d'une brève arrestation en Angleterre où il a été formé. Ça, c'est les informations que j'ai pu glaner ça et là, grâce à mes sources du côté de Yaoundé. Donc, il a fait l'objet d'une brève arrestation au niveau de l'Angleterre juste parce qu'il était... la police anglaise était surprise de voir un jeune homme de 16-17 ans sur
une rutilante voiture et elle ne comprenait pas, en fait, l'origine de ces biens, quoi. Donc, voilà donc les raisons pour lesquelles il a été interpellé et relâché par la suite par la police anglaise. Alors, il va falloir que Maître Dominique Fous dise aux Camerounais, c'est-à-dire que le collectif des avocats des victimes, je ne sais trop quoi, organise une conférence de presse pour dire aux Camerounais exactement ce qui se passe. Parce que j'aurais appris que Maître Dominique Fous, qui est une avocate de renom, qui est intègre, a découvert tous les micmacs que nous venons de décrire et qui se niche dans cette affaire. Elle a découvert toutes ces manigances-là, toutes ces manipulations. Et elle a décidé de se retirer de l'affaire. Si l'information est avérée, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il va falloir que les membres de ce collectif d'avocats se réunissent, organisent une conférence de presse afin d'informer l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe exactement dans cette affaire. Quelle est la vraie version de cette affaire-là? Parce que pour l'honorabilité de ces avocats, pour leur honneur, pour leur réputation, il va falloir qu'ils le fassent. Je me souviens que cette avocate, je vais vous raconter un peu une histoire. Bon, comme vous aimez parler des dossiers que je suis en tant que journaliste d'investigation, je vais vous parler de l'histoire de cette gardienne de prison qu'on appelait Florence Ayafor. Alors, Florence Ayafor a été éliminée physiquement le 29 septembre 2019. C'était dans un petit village, c'est-à-dire qu'au plus fort du conflit dans le Cameroun anglophone. Alors, elle revenait d'un deuil, puis voilà, elle a été prise au piège par un groupe de bandits, un groupe de voyous, qui l'ont agressée sexuellement et puis qui l'ont mutilée, qui l'ont décapitée, etc., etc. Alors, il s'est donc trouvé que des autres personnalités de la République étaient impliquées dans cet assassinat horrible. Et quelques jours plus tard, parce que au cours de cette période-là se tenait à Yaoundé le grand dialogue national. Et après le grand dialogue national, le gouvernement américain, à travers son ambassade au Cameroun, a mis la pression sur le gouvernement camerounais afin que les auteurs de cet acte odieux soient interpellés, traduits devant les tribunaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maître Dominique Fous, qui est l'avocat des plaignants, entre guillemets, dans le cadre de l'affaire Bobda, s'est donc constituée comme avocate des membres de la famille de la gardienne de prison Florence Ayafor. Alors, par la suite, je crois que c'était l'année d'après, plus précisément au mois de juillet 2020, il y a des innocents qui ont été arrêtés en plein Douala. On les a conduits à Yaoundé, puis ils ont été présentés à la presse, aux médias nationaux et internationaux comme étant les suspects dans l'élimination physique de la gardienne de prison, Florence Ayafor. Et leur procès s'est même d'ailleurs ouvert au tribunal militaire de Yaoundé. C'était, je crois, en décembre 2020. Et juste qu'à ce moment où on parle, on ne sait pas ce qu'est devenu ce procès-là. Et d'après ce que j'aurais appris... Classé sans suite ou quoi? Oui, Maître Dominique Fous... C'est classé sans suite? Je n'en sais strictement rien. Bref, l'affaire est dans l'impasse de toutes les façons, puisque on vogue de renvoi en renvoi sans que jamais les débats ne s'ouvrent. Alors, Maître Dominique Fous, de ce que j'ai appris, a décidé de se dessaisir de ce dossier. Parce qu'elle-même, elle a découvert qu'il y avait des choses dans cette affaire qui ne tournaient pas rond. Alors, il est important que dans cette autre affaire, si les membres du collectif d'avocats ne sont pas en mesure de nous dire
qui sont les victimes d'Hervé Bobda? Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas à quoi ces victimes-là ressemblent. Tous les médias, que ce soit nationaux et internationaux, qui ont traité de cette affaire, n'ont pas pu mettre la main sur une seule de ces victimes. Alors, il va falloir que ce collectif d'avocats qui a fait un certain nombre de déclarations dans les médias puisse dire la vérité au peuple camerounais et se dessaisir de cette affaire parce qu'il en va de leur honneur, il en va de leur réputation. Et il en va parce qu'on ne peut pas construire un état de droit, on ne peut pas construire une société de justice sur la base du mensonge, sur la base de la manipulation et sur la base de la destruction des carrières et des vies. Voilà un homme d'affaires qui, après la mort de son père, s'est battu pour garder intact le patrimoine de son père. Il a continué à payer des dettes à la banque, à payer même les impôts, c'est-à-dire à verser de l'argent dans les caisses de l'État du Cameroun pour que le Cameroun puisse fonctionner, pour que le Cameroun puisse construire des écoles, des hôpitaux, des routes, et qui aujourd'hui se retrouve empêtré dans une affaire qui, en fin de compte, n'a ni tête ni queue. Alors, dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité, je le dis et je l'assume, nous sommes là pour restaurer la vérité. Et la vérité va triompher quel qu'en soit le temps. Ouais. La passion, c'est un chemin d'or. Même s'il faut revenir 1000 fois pour donner la suite du déroulement des événements, notre dossier, nous y reviendrons. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on fasse du mal à un père de famille. Ouais. Est une victime, je ne sais pas, ouais. de sa posture. Parce que c'est un homme d'affaires, c'est possible. C'est ça. Est-il victime aussi de son odorat? Parce qu'il y a beaucoup d'ongles, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu quand même. Ouais. Que se passe-t-il exactement? Comment peut-on retenir un homme dont le dossier est vide? Ce monsieur, les avocats disent que son dossier est vide. Pourquoi repousser le procès? Pourquoi nous continuer à le garder en détention provisoire? Pour quelle raison? Ils disent que c'est pour sa sécurité. Pourquoi dire que c'est pour sa sécurité, c'est pour besoin d'enquête, etc. Ouais. Alors que derrière, il y a des preuves qui attestent que ce monsieur, son dossier est vide. Il y a des preuves qui attestent qu'il y a eu des faux témoignages. Et je peux vous dire de manière... exactement. Et je peux vous dire avec autorité que tous les témoignages relatifs à l'agression sexuelle qui ont été propagés sur les réseaux sociaux sont faux. Ça, je peux vous le dire avec autorité. Tous ces témoignages ont été fabriqués pour les besoins de la cause. Oui, ils ont été fabriqués. Mais maintenant, qui les a fabriqués, ce n'est pas important. Nous respectons ces personnes qui ont porté cette affaire sur les réseaux sociaux, même comme on aimerait quand même que ces personnes-là puissent nous dire, parce que en plus de cette affaire d'agression sexuelle, de viol qui finalement est un pétard mouillé, de mon point de vue, ces personnes nous ont parlé d'assassinat, c'est-à-dire qu'elles ont accusé Hervé Bobda d'avoir séquestré certaines de ses victimes à son domicile et de leur avoir ôté la vie et d'avoir offert de leur chair à manger à ces chiens. Alors que ces personnes qui sont venues avec l'affaire sur les réseaux sociaux daignent nous dire où en est-on avec ce pan de l'affaire. Aussi simple que ça, parce que si on doit donner du crédit à tous ces témoignages portant sur le viol, etc., il faut d'abord que ces personnes nous disent où est-ce qu'on en est avec les affaires d'assassinat, de disparition forcée, parce qu'ils nous ont parlé également de disparition forcée. Il faut qu'ils nous en disent mot.
avant qu'on accorde le moindre crédit à tous ces témoignages-là relatifs au viol, etc., etc. Alors, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste vérité et nous parlons là ce soir du dossier de l'homme d'affaires Hervé Bobda. Alors ce soir, il était important pour nous de relativiser les choses et de pouvoir situer les internautes sur les avancées du dossier. D'où, après analyse, nous allons conclure ce soir, moi pour ma part, qu'il va falloir regarder exactement sur ce dossier de très près. C'est ça. Et je crois, parce qu'il y a également l'hypothèse du port d'armes. Cette hypothèse, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il est temps aussi qu'on nous apporte les preuves que M. Bobda n'avait pas l'autorisation du port d'armes. Parce que si ce monsieur, au jour d'aujourd'hui, est en possession de cette arme, ça veut dire que quelque part, il y a eu des démarches. Ça veut dire qu'il a l'autorisation du port d'armes. Si ce n'est pas le cas, c'est normal qu'il soit sanctionné. C'est normal qu'il soit... J'aimerais préciser un truc par rapport à l'arme que détenait Bobda. Ce n'est pas une arme de guerre, ce n'est pas une arme destinée à blesser ou à ôter la vie à qui que ce soit. Non, c'est une arme létale qu'il s'est offert pour sa sécurité, moyennant justement de manière légale. le port d'armes. Oui, il a son permis de port d'armes. Oui, ça c'est l'information que j'ai également reçue. Et alors, lorsque j'investiguais, j'enquêtais sur cette affaire, donc il a reçu un permis de port d'armes. Ça c'est évident. Et c'est la raison pour laquelle le tribunal militaire s'est dessaisi de l'affaire et a renvoyé. Il l'a renvoyé au tribunal de grande instance d'abord. Et maintenant, le tribunal de grande instance s'est à son tour dessaisi de l'affaire au profit du tribunal de première instance. Mais justement, où allons-nous? Et lors de notre dernière émission sur cette affaire, je vous avais dit, et à tous ceux qui nous écoutent, que le motif pour lequel Hervé Bobda est interpellé, je crois que c'était le 30 janvier, si je ne me trompe pas, ou le 31 janvier, le motif pour lequel il est interpellé, c'était port illégal d'armes. C'était le seul et unique motif. Et c'est le tribunal militaire de Douala, justement, qui avait émis un mandat d'arrêt. Et autre chose également, et ça c'est un scoop, une révélation. Partagez le direct, il y a des révélations. C'est une information que j'ai gardée secrète pendant plusieurs semaines pour histoire de protéger ma source qui me l'a révélé. Ce que les Camerounais ne savent pas, c'est que avant que l'affaire Bobda n'éclate sur les réseaux sociaux, le mandat d'arrêt de ce dernier était déjà prêt à la direction régionale de la police judiciaire. Son mandat d'arrêt était déjà prêt avant que l'affaire n'éclate au grand jour sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que c'est une affaire orchestrée. Depuis même des années, depuis 2 ans. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de préparé. Oui, c'est depuis 2 ans que l'arrestation de Bobda est en préparation. Depuis 2 ans. Ce n'est pas une affaire récente. Et c'est ce que les Camerounais il a juste fallu trouver une faille. Il fallait juste trouver une faille pour l'inculper, en fait. Tout à fait. Alors, moi, je vais passer un message particulier aux autorités camerounaises. Chères autorités camerounaises, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes garant de la justice camerounaise. J'interpelle toutes les autorités camerounaises, que ce soit de la justice, que ce soit le côté, que ce soit les interventions policières, que ce soit, et j'en passe, chères autorités camerounaises, vous êtes placés sous les projecteurs de toute l'Afrique et du monde. C'est vrai que cette histoire a fait le tour du monde, où aujourd'hui, l'honneur de cet homme est bafoué,
où aujourd'hui, l'image de l'homme d'affaires Hervé Bobda a été ternie. Je vous demande respectueusement de reconsidérer votre décision ou de réouvrir cette affaire. Que les choses soient dites de manière légale. Parce que vous êtes l'exemple. Nous sommes là pour vous. C'est-à-dire que nous suivons. C'est vous qui devez être exemplaire. C'est vous qui êtes garant des lois. Alors, si monsieur Hervé Bobda mérite d'être sanctionné, mérite la prison, s'il vous plaît, sortez-nous des preuves. Ou alors, sortez-nous un document officiel des faits qui lui sont reprochés. De ce pourquoi il est inculpé. Parce que si le dossier est vide, je suis désolé, chères autorités camerounaises, je demande la libération très respectueusement en tant que femme africaine, journaliste, frère, sœur ou fille de l'Afrique. Je demande la libération, très respectueusement, la libération de cet homme. Dans le cas contraire, nous vous attendons. Nous attendons une conférence de presse. Nous attendons le document officiel des faits qui lui sont reprochés. Parce que là, il y a de l'amalgame. Là, c'est de la mascarade. Et j'ai envie de dire que c'est une mafia. Qu'est-ce que cet homme a bien mérité? Il n'est pas sans, certes, mais qu'il soit jugé et condamné pour les véritables faits qui lui sont reprochés, mais pas sur la base des montages, des témoignages, des faux témoignages. C'est une affaire familiale, chères autorités camerounaises, convoquez donc les deux parties. Une affaire, un conflit familial. Une affaire familiale se règle en famille. Mais si d'autres personnes sont mêlées, ou qu'il y a une main noire, ou quelqu'un qui a la volonté manifeste de détruire cet homme, à partir de ce moment, moi, j'interpelle même le président de la République. Parce que c'est le seul garant, c'est le père du Cameroun. C'est le père de tous les Camerounais. Aucune forme d'injustice ne doit passer inaperçue. De toutes les façons, moi, pour ma part, je ne connais pas cet homme, mais c'est un père de famille. Dont on a abusé de la faiblesse, il faut le préciser. Franchement, c'est un monsieur peut-être impulsif. C'est un monsieur qui a commis des actes, peut-être. Mais je dis bien, je ne le blanchis pas, il n'est pas parfait. Il a dû commettre beaucoup d'actes, mais qu'il soit jugé selon ses actes. Mais pas sur la base d'une mascarade ou des faits montés de toutes pièces. Je suis désolé. C'est un Africain, c'est un Camerounais. Chères autorités camerounaises, l'Afrique vous regarde. Et nous n'allons pas lâcher cette affaire. Nous y reviendrons toujours jusqu'à la libération de cet homme. Et pour clôturer ce dossier, je vais poser deux dernières questions. Oui, allez-y, monsieur. Vous avez interpellé les autorités camerounaises. Moi, je vais m'adresser à certaines personnalités influentes du monde de la culture, du monde de la politique également, parce qu'on a vu par exemple des figures de proue telles que Nathalie Yam, telles que Claudie Siard, telles que au niveau du Cameroun, on a vu Caresse Fotso s'impliquer dans cette affaire. Je vais simplement dire à toutes ces personnes, que ce soit les blogueurs qui ont eu à se prononcer sur l'affaire Bobda, n'ayez pas honte de vous être trompé. Ça, je vous le dis déjà. N'ayez pas honte de vous être trompé. Revenez sur les plateformes numériques
et reconnaissez que vous avez été manipulé, que vous avez été roulé dans la farine. Cette affaire Bobda n'a absolument rien à voir avec une histoire de meurtre. Je le dis et je le répète, et je mets au défi quiconque de me prouver le contraire, que tous ceux qui se sont prononcés, que tous ceux qui ont influencé d'une manière ou d'une autre la décision des autorités camerounaises relative à cette affaire est le courage et surtout l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'ils se sont trompés. Voilà, qu'ils ont été manipulés, qu'on ne leur a pas dit toute la vérité dans cette affaire. Voilà. Alors donc, les autorités camerounaises, chères autorités camerounaises, vous êtes garants des institutions et nous sommes là pour vous observer. Nous attendons la suite parce que nous ne pouvons pas laisser ce monsieur au fond du gouffre. Ce n'est pas possible. C'est ça, c'est il ça. paye pour ce qu'il a fait, mais qu'il soit aussi innocenté pour des faits montés de toutes pièces. Tout à fait. Monsieur, cher confrère, je vais vous dire, oui. J'ai apprécié le comportement, je le dis haut et fort, et je regarde cette caméra. J'ai apprécié la posture de la blogueuse camerounaise Lolo Fodja. Parce que quand cette affaire est tombée, Lolo Fodja a été la seule blogueuse à dire que je prends cette histoire avec beaucoup de pincettes et beaucoup de recul. Je ne me prononce pas. Je vous observe. Parfois, il faut se taire. Quand on n'a rien à dire, on se tait. Parfois, il faut prendre du recul et il faut avoir la sagesse et le sens de discernement. Il y a des arrestations orchestrées. Il y a des arrestations arbitraires. Alors, nous devons faire attention. Tout à fait. Restons neutres. Et allons dans le sens de faire triompher la vérité. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour vous, Lolo Fodja, parce que Tata Lolo a regardé son problème, elle a dit, tout le monde s'est prononcé, ça a bougé de partout, mais elle a dit, j'observe. Et c'est la posture que nous devons tous adopter. Personne ne peut accepter, mais nous ne peut même souhaiter à son pire ennemi de se retrouver en prison. La prison, c'est comme si on tuait quelqu'un. Alors, arrêtons de nous réjouir et que les autorités camerounaises fassent leur travail. Tout à fait. S'il vous plaît. Bon, quand vous et nous avons confiance en vous. Lolo Fodja n'est pas la seule à avoir été circonspecte quant à cette affaire. J'ai également apprécié la posture d'une dame qui se fait appeler Compressor sur les réseaux sociaux, qui a fait parler quelqu'un qui connaît parfaitement Hervé Bobda et qui s'appelle Raymond Tchenga, alias en 2000. Ah oui. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, dans ma dernière chronique relative à l'affaire Bobda, j'ai fait passer un témoignage de Raymond Tchengang où il confirme exactement ce que j'ai eu à dire, que des hommes politiques sont à la manœuvre autour de cette affaire Hervé Bobda pour le contrôle du patrimoine légué par son défunt père, etc. Et que ce sont des membres de sa famille qui sont à l'origine de ces ennuis. Voilà. Donc, il y a également une autre blogueuse appelée Fleur de Lille qui également a eu une attitude assez responsable, assez, je veux dire, assez mesurée par rapport à ce dossier. C'est des attitudes qu'il faut saluer et je pense que c'est des personnes comme moi qui ont eu le nez creux et que la suite des événements et auquel la suite des événements est en train de donner raison. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bienton, pour ce premier dossier qu'on a ouvert. Hein. Et pour clôturer, je vais vous demander à quand le prochain procès de l'homme d'affaires Hervé Bobda. La question que j'aimerais me poser est celle de savoir sur quoi portera même ce procès. Sur quoi portera le procès de l'affaire Bobda? Qui sont les victimes? Les avocats là, qui disent là, qu'ils veulent venir défendre les plaignants, que viendront-ils défendre? Puisqu'on vous parle de quelqu'un qui vous dit, voilà, Hervé Bobda m'a filé le sida, alors que les tests sérologiques montrent que affiche négatif.
On vous parle d'une jeune fille qui vient vous dire que oui, voilà, Hervé Bobda m'a versé de la bière sur le corps dans un restaurant. C'est sur ces faits-là que portera le procès de l'affaire Bobda. Et quelle image pour le Cameroun, quelle image pour la justice camerounaise. Et je pense que les autorités camerounaises que vous avez à interpeller ont l'occasion justement de sauver ce qui peut encore l'être de l'image de la justice camerounaise en mettant, en libérant ce compatriote qui n'a absolument rien à faire en prison. Ça je le dis, c'est vrai qu'en tant que journaliste, je n'ai pas le droit de le dire, mais je me permets de briser ce code-là et de dire que ce mec-là, ce compatriote n'a absolument rien à faire en prison, absolument rien. Il est victime d'un arbitraire sauvage et moyenâgeux et vraiment pour le bien des institutions de la justice camerounaise, pour l'image du pays tout entier, il va falloir que ce compatriote recouvre la liberté et le plus tôt serait le mieux d'ailleurs. Merci, M. Bienton. Le message est passé et je pense que vous allez partager encore massivement ce direct. Même après le direct, continuez de partager pour que le message arrive à bon port parce qu'on en a marre des injustices. Il est temps que ça s'arrête. Et pour le bien-être de l'Afrique, je pense que au jour d'aujourd'hui, les institutions, les autorités doivent être un exemple pour l'Afrique. Et nous sommes là, on vous regarde et vous êtes placé sur la sellette, effectivement, de l'Afrique et du monde. Merci encore. Nous passons maintenant à la deuxième affaire, affaire Martinez-Zogo. Ouais. Rebondissement dans cette affaire de Martinez-Zogo, hein, ce journaliste retrouvé mort supplicié en janvier 2023. Après plus d'un an d'instruction, 17 accusés ont comparu au tribunal militaire de Yaoundé le 25 mars dernier dans cette affaire. L'on se souvient effectivement qu'en janvier 2023, le chroniqueur, le célèbre chroniqueur, je précise, radio, profondeur de la corruption avait été enlevé, torturé et puis laissé pour mort hein, dans un terrain vague en périphérie de la capitale camerounaise. Alors, aujourd'hui, y a-t-il du nouveau, chers confrères, par rapport à ce dossier? Bon, pas du nouveau venant du tribunal militaire de Yaoundé ou des avocats, des partis ou des magistrats. Par contre, on nous l'a appris quand on nous formait dans des écoles de journalisme que le journaliste peut être une source d'information pour son confrère. Alors, la nouveauté dans cette affaire nous est venue de Morgan Palmer, qui est un journaliste reconnu. Oui, de que je salue au passage. Voilà, qui venait d'ailleurs d'être en direct sur sa page Facebook relativement à cette affaire Martinez-Zogo. Alors, il a fait un certain nombre de révélations, je crois, la semaine passée, qui étaient pour le moins glaçantes, hein, parce que il s'agit quand même des informations documentées que je ne disposais pas. Alors, ce que l'on pourrait retenir de tout ce qu'il a eu à mettre sur la place publique comme information, c'est qu'on a comme le sentiment qu'on veut orienter l'opinion sur une piste qui pourrait ne pas être la bonne. Alors que les véritables commanditaires de l'assassinat de Martinez-Zogo sont d'ailleurs ceux-là même qui sont les principaux justiciers dans cette affaire-là. Alors, d'abord, avant d'en arriver à ce que Morgan Palmer a eu à dire, j'avais déjà interpellé à travers une vidéo sur ma page YouTube le secrétaire général à la présidence de la République, M. Ferdinand Ngongo. Et à travers cette chronique, je lui posais la question de savoir pourquoi il n'a rien fait pour accorder
la sécurité à Martinez Zogo quelques jours avant qu'il ne soit kidnappé. Pourquoi il ne lui a pas fourni des services de sécurité, des gendarmes, etc., afin qu'il ne fasse pas l'objet d'un enlèvement, d'un kidnapping. Et ce que l'on apprend par la suite, c'est-à-dire que quand on essaye de mettre certains faits relatifs à cette affaire ensemble, et quand on s'appuie sur le rapport du juge Pérenzier, on se rend à l'évidence, on a comme le sentiment que le commando qui a enlevé Martinez et qui l'a torturé était infiltré par des agents qui rendaient compte à Ferdinand Ngongo et aux membres de son réseau, minute by minute, de ce qui se passait. Pourquoi je le dis? Quelques jours après la découverte du corps de Martinez Zogo, et ça c'est la remarque que j'ai eu à faire en son temps, et bien avant même que ne se mette sur pied la commission mixte police-gendarmerie, et cette commission a été mise sur pied non pas par Paul Biya, parce que Paul Biya n'existe presque plus, c'est Ferdinand Ngongo qui dirige le Cameroun en ce moment. Donc c'est Ferdinand Ngongo qui a mis sur pied cette commission-là. Et avant que la commission ne commence le travail, il y a eu une enquête qui a été menée par les services de renseignement du bataillon d'intervention rapide. Et il est de notoriété publique au Cameroun que le bataillon d'intervention rapide, qui est une unité, bon, pour les étrangers qui nous regardent, le bataillon d'intervention rapide, en abrégé BIR, c'est une unité d'élite de l'armée camerounaise qui est contrôlée par Ferdinand Ngongo, parce que le commandant du BIR, qui est un Israélien, je crois il s'appelle, comment il s'appelle l'Israélien là, Iran Moas. Iran Moas, c'est un ami fidèle de Ferdinand Ngongo. Alors, les services de renseignement du BIR, en connexion, ou alors, si vous voulez, en collaboration avec certains agents des services secrets israéliens, le Mossad, qui sont basés à Yaoundé, on avait déjà mené une enquête. Il l'avait bouclée relativement à l'affaire Martinez-Zogo. Et ce que nous révèle l'enquête menée par le journaliste Morgan Palmer, c'est quoi? C'est que au moment où, c'est-à-dire que quelques jours après la découverte du corps de Martinez Zogo, nous sommes le 22 janvier 2023, le secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale disposait déjà d'une liste de suspects, quelques jours seulement après. D'où la question suivante. Qui leur a fourni la liste des suspects? Comment ont-ils su quelques jours seulement après comment ça se fait que voici les suspects dans l'assassinat de Martinez Zogo? Et Morgan Palmer nous a également mis cette puce à l'oreille. Il nous a dit que au moment où Maxime Ekoeko, c'est-à-dire que l'ex-directeur général de la recherche extérieure est arrêté, il est d'abord convoqué au ministère de la Défense, c'est-à-dire que le ministre de la Défense, Joseph Betty, à ce moment, fait appel à lui pour lui dire qu'il devrait collaborer avec les fins limiers du CED, donc du secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale, sur une affaire de drogue et d'armes impliquant des agents de la DGRE. Donc, quand il se rend au CED à Yaoundé, ce n'est pas pour l'affaire Martinez Zogo. Il se dit que c'est pour aller collaborer avec les enquêteurs au sujet de l'affaire. Et une fois qu'il arrive donc au CED, on le fait arrêter. Et après l'avoir fait arrêter, on lui signifie que c'est dans le cadre de l'affaire Martinez Zogo. Pareil pour
le colonel Justin Danwe. Et ce que nous révèle l'enquête de Morgan Palmer est que le colonel Justin Danwe a été interpellé par le CED dans les mêmes conditions, sauf que lui, il avait ce privilège d'avoir un téléphone en cellule. Alors, d'où la question suivante. Pourquoi avoir permis que le colonel Justin Danwe ait un téléphone en cellule? Pourquoi? Qui devait-il appeler? Et la réponse que je pourrais apporter à cette question, à ces questions-là, est qu'il devait sans doute recevoir des consignes des membres du réseau de Ferdinand Ngongo sur ce qu'il devait dire devant les enquêteurs. Aussi simple que ça. Il n'y a rien à faire. Sinon, comment expliquer le fait que le colonel Justin Danwe, qui pilotait l'opération criminelle vis-à-vis de Martinez Zogo, est introduit dans cette opération-là, Martin Savom, dans la proximité avec la première dame Chantal Biya et surtout Ferdinand Ngongo est de notoriété publique. En tant que lieutenant-colonel, en tant que officier des renseignements des services secrets, il ne pouvait pas ne pas l'ignorer. Et une telle opération, comment se fait-il que vous incluiez un intrus? C'est incroyable. Voilà. Comment l'expliquer en fait? Voilà. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Simplement parce qu'on a comme le sentiment que ils obéissaient tous les deux, hein, que ce soit le colonel Danwe, que ce soit Savom, tous étaient à la solde de Ferdinand Ngongo. Aussi simple que ça. Et on a comme le sentiment, et ça c'est le sentiment que j'ai, que dans cette affaire, les hommes-lois des hommes-lois, Jean-Pierre... C'est ce que j'allais dire, effectivement, que voilà. Est-ce que les hommes-lois des hommes-lois, l'homme d'affaires, M. Amourou Belinga, est-ce qu'il n'a pas, c'est pas lui le bouc émissaire? Parce que là, on se rend compte quand même que c'est comme s'il a été pris au piège et que c'était lui l'homme à sacrifier, c'était le bouc émissaire de l'affaire. Alors, ce que je pense du rôle de Jean-Pierre Amourou Belinga dans cette affaire est que, et ce qu'il faut faire remarquer à ceux qui nous écoutent, c'est que, au départ, concernant justement le cas Jean-Pierre Amourou Belinga, pour qui je n'ai aucune sympathie, ça je l'avoue. Au départ, on nous a engagés, c'est-à-dire qu'on a entraîné l'opinion vers la piste de l'immeuble Ekan comme scène du crime. Exactement. Voilà. Mais dans le rapport du juge Pérenzier, on nous parle plutôt du terrain de Ebogo 3 où Martinez Zogo aurait subi ces actes. C'est inconnu. C'est inconnu. On ne nous parle ça, c'est une autre chose. Ça n'a rien à voir. On ne nous parle plus de l'immeuble Ekan. Oui, on ne nous parle plus de l'immeuble Ekan. Parce qu'on a comme le sentiment qu'il fallait à tout prix mêler Jean-Pierre Amourou Belinga à cette affaire. Sauf que j'ai effectivement le sentiment que Jean-Pierre Amourou Belinga a été piégé. Bah bien sûr. Moi, je crois, après analyse, au vu de la situation qui prévaut, le sentiment que tout a été bien organisé. Bien organisé, bien orchestré. On a remis un certain nombre de documents compromettants sur Jean-Pierre Amourou Belinga, sur Louis-Paul Motazé, le ministre camerounais des Finances, à Martinez Zogo, afin qu'il aille en faire étalage dans le cadre de son émission Embouteillage, afin qu'il diffuse le contenu de ces documents-là. Et le clan Ngongo, ça c'est pour être le plus précis, qui lui a remis ces documents-là, a anticipé sur la réaction de Jean-Pierre Amourou Belinga. Et pour s'assurer de cette réaction-là, le clan a sans doute mis le colonel Justin Danwe
a missionné le colonel Justin Danwe à ses côtés, qui s'est donc mis à poser un certain nombre d'actes, qui lui parlait de l'affaire Martinez-Zogo, et surtout qu'il avait un problème au ministère des Finances. Il était question qu'il bénéficie d'une avance de solde. Et en échange de cela, Amourou Belinga lui aurait promis une vidéo, lui aurait demandé une vidéo des séances de torture de Martinez-Zogo, parce que d'après le rapport du juge Pérenzier, Amourou Belinga, au cours d'un échange qu'il aurait eu avec le colonel Justin Danwe à son domicile le 29 décembre 2022, a proposé au colonel Justin Danwe de lui infliger une correction. Or, infliger une correction ici ne veut pas dire ôter la vie. Il faut le préciser. Infliger une correction ne veut pas dire ôter la vie à la personne. Malheureusement, voilà. L'affaire a tourné autrement. Voilà. Et je me suis également posé la question de savoir qui a introduit le maire de Bibey, Martin Savon, dont la proximité avec Ferdinand Ngongo n'est plus à démontrer dans l'opération. Si c'est le colonel Danwe qui l'a introduit dans l'opération, ça devient encore plus problématique, parce que le colonel Justin Danwe ne pouvait pas ignorer que Martin Savon est proche de Ferdinand Ngongo. Et autre chose également que j'aimerais préciser, à la phase de l'enquête préliminaire, au niveau de quand l'affaire se trouvait encore au niveau de la commission mixte police et gendarmerie, le nom de Martin Savon n'a pas été mentionné. Cité. Son nom n'a pas été cité. Il a fallu que ce soit le juge Sikati qui décide de le convoquer pour que son nom puisse apparaître dans cette affaire-là. C'est très important à souligner. Pourquoi le nom de Savon, de Martin Savon, le maire de Bibey, n'a pas été, pourquoi il n'a pas été convoqué devant les enquêteurs de la commission mixte police et gendarmerie? Selon les révélations de Morgan Palmer, il y a un membre de la commission qui a été comment je veux dire, qui a été exclu de l'enquête parce qu'il exigeait la convocation des responsables des compagnies de téléphonie mobile au Cameroun, qui opèrent au Cameroun, notamment MTN et Orange. Alors, il a exigé qu'on les convoque. Pourquoi? Parce que pendant l'opération, ces compagnies de téléphonie mobile ont reçu des instructions de restreindre les données mobiles des membres du commando, de manière à ce que c'est pas possible. Partagez le direct, franchement, c'est des grandes révélations ce soir. Voilà, de manière à ce que les membres du commando puissent se communiquer par des voies normales, plutôt qu'à travers les réseaux sociaux. Parce qu'en communiquant par des voies normales, ces communications-là sont facilement mises sur écoute, peuvent être facilement mises sur écoute ou alors interceptées. Donc, voilà donc pourquoi je crois que c'était un colonel de gendarmerie qui exigeait qu'on exclue, qu'on convoque, je veux dire, les responsables des compagnies de téléphonie mobile afin qu'elles puissent s'expliquer sur leur rôle dans cette affaire. Et on imagine aisément de qui est venu l'ordre de restreindre ces données mobiles. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai estimé que les personnes qui ont ôté la vie à Martinez-Zogo, c'est-à-dire que l'assassinat de Martinez-Zogo profite aux personnes qui en ce moment contrôlent
les services de renseignement du Cameroun. Parce que c'est la raison pour laquelle Martinez Zogo a été éliminé physiquement. C'est parce qu'il fallait décapiter les services secrets camerounais. Et c'est ce qui a été fait à travers l'arrestation de Maxime Eko-Eko. Je vous ai dit tout à l'heure dans quelles conditions il a été interpellé. Et quand vous regardez aujourd'hui, depuis que Maxime Eko-Eko est en prison, qui est-ce qu'il a remplacé? Ce sont les hommes de Ferdinand Ngongo. Et les spécialistes de la criminologie vous diront que celui à qui profite le crime, c'est le suspect numéro 1. Ça, il n'y a pas à se cacher pour le dire. Alors, moi, je pense qu'il va falloir rester focus sur M. Ngongo, parce que son oui. Parce qu'il a des explications à fournir aux Camerounais par rapport à son rôle de surgir, d'apparaître sur des dossiers. Ça veut dire qu'il doit être un maillon fort. Il est, je vais dire, j'ai envie de dire, c'est le maillon fort, c'est l'acteur principal même. Tout à fait. C'est le meneur, j'ai envie de dire, c'est le meneur même des jeux. C'est le meneur. Oui, c'est le meneur principal. Tout à fait. Donc, moi, je pense qu'il va falloir rester vraiment focus sur M. Ngongo. Tout à fait. Nous aimerons aussi qu'on l'entende quelque part. Oui, il va falloir que... je ne comprends pas. C'est vrai que c'est une autorité camerounaise, mais je pense que nul n'est au-dessus de la loi. Quand on ouvre une enquête, tout le monde est concerné. Que ce soit les ministres, toutes les personnes qui ont trompé ou qui sont concernées de près ou de loin dans cette affaire de Martinez Zogo doivent être entendues. Et nul n'est au-dessus de la loi. Parce que les premières personnes qui doivent être exemplaires, ce sont justement ces ministres, ces membres du gouvernement. Je pense que si le président de la République a décentralisé ses responsabilités, s'il a fait confiance aux gens, à une catégorie de personnes, c'est pour que ces gens puissent bien s'occuper de la gestion du pays, de la gestion des conflits internes. Et nous qu'ils soient trompés, d'accord, dans de la malversation ou dans des complots, mais alors là, incroyable. Moi, je pense quand même qu'il est temps aussi qu'on entende M. Ngongo, pour qu'il ait du respect. On doit l'auditionner. Tout le monde. Quand il y a un meurtre, on appelle ça des présumés coupables. Tout le monde est suspect. Et tout le monde doit être entendu. Et après, force revient à la justice de rendre son verdict ou de décentraliser ou de léguer chaque part de responsabilité à chaque concerné. Mais au jour d'aujourd'hui, je remarque que ce monsieur est inaccessible. Ce monsieur, j'ai comme l'impression que c'est comment dirais-je, c'est quelqu'un qui fait très peur du côté du Cameroun, qui est intouchable. Mais j'ai envie de dire, même le président, tous les présidents sont auditionnés quand il y a un problème. Alors si les présidents sont souvent auditionnés, ce ne sont pas les membres du gouvernement ou les autorités, les instances des institutions qui vont ne pas être entendues. Nous sommes face à un meurtre. Et là, il va falloir vraiment qu'une véritable enquête s'ouvre. D'ailleurs, au passage, il a été formulé, d'accord, des requêtes du côté de la défense, c'est-à-dire les personnes qui gèrent, les avocats, qui gèrent le dossier de feu Martinez Zogo. Alors, lors de la dernière audience, ils ont demandé la retransmission médiatique, aux audiences de l'enregistrement de l'ensemble du procès, la communication du dossier, des procédures et de pièces du dossier, ou la consultation de ce dossier. Et la défense a aussi demandé que l'État soit déclaré civilement responsable de l'affaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que l'audience reste ouverte à tout le monde. Les gens doivent suivre. On doit savoir ce qui se passe.
Mais nous attendons effectivement la décision du tribunal. On attend hein, ce que le tribunal de Yaoundé va décider. Mais la défense demande, parce qu'il y a trop de mascarades, il y a trop j'ai envie de dire, il y a trop de choses. Il y a trop de choses, c'est pourquoi la défense exige maintenant, demande maintenant que tout se fasse dans la transparence. Voilà. Oui, effectivement, parce qu'on a comme le sentiment que on veut diriger l'opinion vers un seul camp, alors que tous les camps sont responsables lui qui est d'une manière ou d'une autre. Du doigt entier pour responsable, alors qu'en fait, le débat est ailleurs. Le débat est ailleurs. Et même au jour d'aujourd'hui, certes, le Zone-Loi est placé sous mandat de dépôt, mais qu'à cela ne tient, ça ne veut pas dire qu'il est coupable. Attention. Mais par contre, il est difficile de l'extraire. Il est difficile de l'extraire de cette affaire parce qu'il a posé un certain nombre d'actes. Il a dit des choses qui aujourd'hui se retournent contre lui. Voilà pourquoi depuis, nous parlons de piège carrément. Donc, on lui a tendu un piège et il est tombé dedans. Il est tombé sur dedans. La base des actes qu'il a posés, qu'il est retenu dans les liens de l'accusation aujourd'hui. Bon, par rapport à tous les faits qui se présentent, sinon, je pense que toutes les personnes qui étaient à la manœuvre, on sait désormais qui ils sont et quel a été leur degré de responsabilité dans l'élimination physique de Martinez Zogo. Ça, c'est clair, c'est le clan du secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo. Il n'y a rien à faire. Moi, je dis, le secrétaire général doit faire preuve d'humilité et il est temps quand même aussi qu'on l'auditionne. Oui, c'est une affaire qui concerne, c'est une affaire criminelle. Tout le monde est concerné et tout le monde doit répondre de ses actes. Généralement, quand on ouvre une enquête, tout le monde est suspect. C'est ça. Tout le monde est suspect et tout le monde doit être entendu. Et après, le juge ou le procureur de la République finit par inculper le coupable. Mais je ne comprends pas pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'aimerais également souligner un truc là que j'ai failli oublier, c'est que au moment où l'opération a lieu, le colonel Justin Danwe n'est même plus directeur des opérations parce qu'il a été dessaisi de cette direction-là par Maxime Eko depuis 2021, si je ne me trompe pas. Alors, comment des personnes que tout oppose peuvent être liées dans une opération? C'est toutes ces zones d'ombre-là que le procès de Martinez Zogo doit devoir lever quand même. Il y a trop de zones d'ombre. Et les internautes, les gens se posent même la question qui est celle de savoir pourquoi le procès ralentit. Oui, le procès est en train de ralentir. Les enquêtes ralentissent à cause justement de l'instrumentalisation. Des mains extérieures qui interviennent. Oui, il y a des bédouins, il y a des personnes qui brouillent les pistes, et il y a des personnes qui sont intouchables. On ne peut pas avancer comme ça. Donc, moi, je crois que par rapport à ce dossier, il va falloir justement que tout le monde soit auditionné. Tout à fait. Donc, restons, j'ai envie de dire, neutres dans cette affaire. On va voir comment la tournure que vont prendre les événements. Et surtout, nous voulons que tout le monde soit auditionné. Parce que le feu Martinez Zogo a subi un martyre. Tout à fait. Franchement, ce texte ne doit pas rester impuni. Quel que soit le temps, je pense que la vérité finira par triompher. Tout à fait. Et force encore à sa famille, force à la corporation journalistique du côté du Cameroun, et vous dit, restons focus sur ce dossier. Tout à fait. Il y a déjà plein de rebondissements.
Je remercie encore M. Bienton. Nous étions dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Ouais. Avant que de clôturer définitivement cette émission, je vais demander à notre journaliste d'investigation s'il a quelque chose à rajouter ou un message particulier à adresser soit au peuple camerounais, soit aux autorités camerounaises par rapport à ce dossier de feu Martinez-Zogo. Bon, je vais commencer par l'affaire Martinez-Zogo pour inviter les autorités camerounaises à faire prévaloir une justice juste, une justice équitable et une justice impartiale dans cette affaire. Parce que c'est très facile de nous dire oui, Amour Belinga, oui, Maxime Iko a fait ceci, il a fait cela, mais il faut véritablement que l'on sache exactement ce qui s'est passé. On a comme le sentiment qu'il y a des pans de cette affaire qu'on essaye de nous cacher. Et l'on ne comprend pas, voilà, et l'on ne comprend pas pourquoi, par exemple, l'on n'a pas laissé le soin au tribunal de grande instance d'un fou de poursuivre l'enquête, parce que quand le corps de Martinez-Zogo est découvert le 22 janvier 2023, ce tribunal-là a ouvert une enquête. Alors, on aurait dû laisser le tribunal en question poursuivre l'enquête, quitte à se dessaisir de l'enquête au profit d'un tribunal militaire. Que non, on a constaté que la présidence de la République, qui est contrôlée par qui on sait, a décidé de s'accaparer cette affaire-là, d'instruire une enquête parallèle, laquelle enquête a été menée, je l'ai dit, par des agents des renseignements du bataillon d'intervention rapide, bien avant que la commission mixte police-gendarmerie, mise sur pied par le même Ferdinand Ngongo, n'entre en action. Donc, c'est autant de choses qui nous amènent quand même à nous poser un certain nombre de questions sur la nature de ce procès qui court le risque de présenter une carence en termes d'équitabilité, en termes d'indépendance beaucoup plus. Bon, pour ce qui est de l'affaire Hervé Bobda, j'invite les Camerounais à faire preuve de discernement chaque fois qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Parce que franchement, avant ce direct, je me suis amusé à parcourir YouTube. C'est-à-dire que j'ai écouté et réécouté les déclarations faites par certains blogueurs et même certains Camerounais lambda sur cette affaire. Je me suis rendu compte à quel point l'homme camerounais est facilement manipulable et facilement est facile à duper, est facile à manipuler, à qui l'on peut faire avaler toutes sortes de salades sans qu'il ne puisse faire preuve du moindre discernement. Ce n'est pas parce que quelqu'un se présente et dit voilà, je m'appelle tel, voilà, j'ai été victime de ceci par telle personne, et que la personne se met à faire témoignage de ce qu'elle a vécu avec tout ce qui va avec en termes de trémolo, en termes de pleurs et tout, que c'est forcément vrai. Que c'est forcément vrai. Ce n'est pas parce qu'on dit oui, tel témoignage, selon tel témoignage, cette fille a été victime de ci, ça, vraiment, c'est très douloureux, vraiment, que le bourreau soit pendu au écou, que c'est forcément vrai. Il faut parfois faire preuve de discernement. Il faut savoir prendre du recul avant de se prononcer sur une affaire. Aujourd'hui, que dans le cas de cette affaire Bobda, on se rapproche davantage de la réalité, de la vérité. Que diront tous ceux-là? Bonsoir, M. Tianiana. Voilà, que diront tous ceux-là qui ont été sentencieux dans l'affaire Hervé Bobda si la vérité éclate au grand jour?
la vérité selon laquelle Hervé Emmanuel Bobda est victime justement d'une machination. Que diront cette personne, que diront ces personnes de ces activistes qui ont porté l'affaire sur la place publique? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, cher confrère journaliste Michel Bienton. Oui. Merci. À chaque fois que je vous ai invité sur ma tribune, vous avez toujours été présent, vous avez toujours accepté mon invitation et vous n'avez ménagé aucun effort pour venir toujours informer les internautes, lever certaines zones d'ombre et aussi, je vous remercie solennellement, autant pour moi, ici, ce soir, pour le soutien que vous apportez à toutes ces personnes qui sont dans une posture, je vais dire, faible, une posture de faiblesse. Ces personnes, vous êtes je vais dire, le port-étendard de ces personnes aujourd'hui qui sont sans voix. Alors, je vais vous encourager à ne pas baisser les bras, de vous battre toujours pour la justice. Tout à fait. Parce que la vérité a franchi. Je suis de tout cœur avec toutes ces familles au jour d'aujourd'hui qui sont très touchées, qui sont endeuillées de par la disparition de feu Martinez Zogo. Tout à fait. Toutes mes pensées vont à l'endroit de sa femme et de ses enfants et aussi à l'endroit de la famille Bobda qui aujourd'hui ne sait à quel sens se vouer. Mais comme on le dit souvent, quel qu'en soit le temps, le jour finira par se lever. Tout à fait. Quel qu'en soit le temps, la vérité finira par triompher. Tout à fait. Le mensonge a les longues jambes, mais la vérité prend l'ascenseur. Tout à fait. Pardon, la vérité prend les escaliers. Certes, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. On y arrivera. Oui, la patience paye. Nous allons continuer de suivre ce dossier jusqu'au bout. Tous ces dossiers, nous allons les suivre jusqu'au bout. Tout à fait. Bravo encore à M. Bienton pour le travail que vous abattez sur votre page et sur votre chaîne YouTube. Oui. Félicitations encore. De toutes les façons, sachez que ce ne sont pas seulement les Camerounais qui vous suivent ou qui vous regardent, mais c'est toute l'Afrique qui dort sur vos murs, qui dort sur votre chaîne YouTube parce que nous voulons la vérité. Tout à fait. Quant à moi, je vous dis merci et nous allons vous raccompagner avec des cœurs. Merci encore, M. Bienton. Oui, oui. Et à la prochaine pour un nouveau dossier. Et surtout, bonsoir à Étienne Yana qui nous regardait tout à l'heure. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Allez. Bonne soirée à vous. Allez, merci et bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, qui commence bien, finit bien. Nous étions là dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Voilà, une émission qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et puis, nous reviendrons prochainement avec un nouveau numéro. Je ne fais pas des directs tout le temps. Je fais des directs pour des dossiers très, très importants. Que se passe-t-il du côté de la FECAFOOT avec Samuel Eto'o? Nous y reviendrons. Parce que ce acharnement fait sur ce monsieur est une autre paire de manches. Une autre paire de manches. Nous y reviendrons. Et je souhaite encore mes condoléances à toute la famille Eto'o. Je reviendrai avec un nouveau numéro. Je reviendrai avec d'autres dossiers. Portez-vous bien. Excellente soirée à vous. Merci de m'avoir suivi. Je reviendrai. Au revoir.